Lundi 26 mai 2025, une 13e rencontre America proposée par l'IPEAT, Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse, et le laboratoire LIST de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Carlos Fausto, professeur d'anthropologie brésilien, spécialiste des peuples indigènes d'Amazonie. Il y présentait, ce jour-là, le jaguar apprivoisé, essai d'ethnologie amazonienne, en dialogue avec les anthropologues Emmanuel de Vienne, de l'Université Paris-Nanterre, et Laurent Gabeil, de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Bonsoir à toutes et à tous. Donc simplement pour vous dire que je m'appelle Guillaume Godin et que je travaille à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Je dirige un institut pluridisciplinaire sur les Amériques et on a cette tradition maintenant, c'est la 13e rencontre sur les Amériques. Je ne sais pas s'il faut y voir un signe. En tous les cas, on remercie la librairie Ombre Blanche de nous accueillir pour cette 13e rencontre. On remercie aussi le LIST, qui est un laboratoire dont le sigle m'échappe maintenant, et le Centre d'anthropologie sociale, qui co-organise cette rencontre. Et aussi, j'ai le grand plaisir d'accueillir l'invité ici, Carlos Fausto, qui est un anthropologue brésilien, et qui a fait paraître récemment dans une collection des presses universitaires du Midi un ouvrage qu'il va pouvoir présenter là. Emmanuel de Vienne, qui est ici, anthropologue aussi à l'Université Paris-Nanterre, et Laurent Gabeil de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, qui vont tous les deux poser des questions à notre invité. Et puis, je laisse la parole à Laurent Gabeil. Okay. Merci Guillaume. Ça va être eux les principaux interlocuteurs. Moi, je prends la parole en tant que co-responsable de la collection, Les Anthropologiques, où on a publié ce beau livre. Je vois mes camarades qui sont là. Il y a 2 autres. Nous sommes 3 à co-diriger cette édition. Merci aux presses universitaires du Midi de rendre possible la parution de ces ouvrages. Vous en avez quelques exemplaires qui sont posés là, vous pouvez y jeter un œil. Et on est très fiers d'avoir pu publier cet ouvrage. Enfin, la ligne qu'on a suivie quand on a repris la collection il y a quelques années était de rendre possible la publication de manuscrits de jeunes auteurs, généralement des gens dont c'est la thèse, donc de publier des ouvrages, des monographies issues d'une thèse. Aussi de publier des ouvrages qui sont des classiques en anthropologie, mais qui n'existaient pas en français, donc on traduit. Et aussi le 3e format, qui est celui sous lequel ce livre est publié, de s'appuyer sur des auteurs qui sont déjà bien connus, très connus, mais dont l'ensemble des textes n'a pas forcément été traduit en français. Donc c'est le cas de ce livre, où les textes existaient en portugais, en anglais, et donc on a rassemblé des textes pour le public français. Carlos Fausto est très connu, évidemment, de tous ses collègues américanistes, amazonistes, mais bien au-delà des basses-terres, il a des idées qui ont infusé l'anthropologie générale, et c'est donc une bonne nouvelle qu'on puisse avoir ces textes-là. On a eu la chance d'avoir le meilleur traducteur possible en la personne d'Emmanuel de Vienne, parce qu'il est à la fois anthropologue, spécialiste de la même région du monde, et il connaît Carlos depuis des années. Donc il a fait un travail de traduction des textes en portugais et une introduction que je vous recommande, qui resitue mieux que Carlos ne pourrait le faire lui-même en parlant en son propre nom, à la fois une trajectoire intellectuelle et puis la surface large de tes idées, bien au-delà de l'Amérique des Basses-Terres. Je vous laisse animer cette affaire-là. Je vous tiens compagnie en n'étant pas loin, puis si des questions me viennent, j'alimenterai le débat. En gros, on a 1 heure. On a 1 heure sous la forme d'un petit dialogue et une demi-heure en plus pour ouvrir les questions à la salle. J'ai même pas dit Emmanuel, tu es maître de conférence en anthropologie à l'Université de Nanterre, et Carlos Fausto est professeur d'anthropologie au Musée national de Rio. Voilà. À vous. Bon, merci beaucoup pour l'introduction. Peut-être petit spoiler pour commencer. C'est un livre qui s'appelle Le Jaguar apprivoisé, mais il n'y a pas de jaguar apprivoisé dedans à proprement parler. Et c'est pas un manuel d'apprivoisement des bêtes féroces, ou alors de manière métaphorique. Et on s'est rencontrés tout à l'heure pour essayer de préparer un petit peu cette rencontre. Je vais commencer par
rappeler qu'il s'agit donc d'une traduction de 6 articles qui ont compté dans la trajectoire intellectuelle de Carlos Fausto, mais qui ont aussi compté dans les grands débats qui ont irrigué l'amazonisme contemporain et plus généralement l'anthropologie générale, comme l'a dit Laurent Gabaye. Et je pense que le pari est réussi d'en faire quelque chose qui ressemble à un livre et pas seulement à une collection d'articles, puisque c'est des livres qui ont été, des articles qui ont été sélectionnés avec l'aide de Cyril Manta, mais aussi par Laurent et Guillaume Rosenberg, ici présents, qui cherchent à rendre accessible au public français ce qui fait le cœur d'une première grande partie de la carrière de Carlos autour des questions d'anthropologie politique, et en mettant au jour 2 grands concepts qu'il a élaboré aussi avec certains de ses étudiants, notamment Luis Costa. Le premier étant la notion de prédation familiarisante et le deuxième, la notion, le concept de maîtrise ou possession, maestria dominio en portugais, dans les Basses-Terres. Donc c'est un ouvrage qui a une dimension conceptuelle importante et qui est qu'on a organisé en 2 grandes parties. L'une sur la Troisse des Jaguars, qui essaye à travers 3 articles de développer, d'illustrer, de rappeler quels sont ces grands concepts, ces grands apports. Et dans une deuxième partie, quelque chose qui a à voir, qui est la question de l'historicité et comment ces grands schèmes relationnels amazoniens, mis en évidence par Carlos, peuvent éclairer des questions anthropologiques assez classiques sur le rapport entre structure et événements, et comment est-ce que des phénomènes historiques, des grands bouleversements historiques qui ont frappé les Amériques peuvent être éclairés par ces schèmes relationnels mis en évidence dans la première partie de l'ouvrage. Et on s'est dit, en discutant, qu'il fallait surtout pas faire une présentation qui commence comme je viens de le faire, c'est-à-dire de manière trop conceptuelle et trop générale, mais peut-être plutôt partir, et c'est une des grandes qualités de Carlos, à mon sens, c'est d'être quelqu'un qui à la fois propose une anthropologie extrêmement fine et ambitieuse sur le plan théorique, donc la proposition de schèmes relationnels, de concepts, de portée très générale, mais qui s'appuie systématiquement sur des ethnographies ou des recherches en archives extrêmement détaillées et très empiriques. Je crois que c'est le plus empirique des théoriciens contemporains, ce qui fait, à mon avis, sa force et son intérêt. Donc, on va peut-être commencer par là, par parler de quelques épisodes historiques à partir desquels on pourra déployer ces grands schèmes relationnels que je viens de mentionner. Et donc, peut-être le premier exemple pourrait être celui de ce qui s'est passé dans ton premier terrain, chez les Paracana, qui sont donc une société Tupi au Brésil. Paracana, qui ont donc été la première société amérindienne dans laquelle tu as travaillé à partir de 1988, si je ne me trompe pas, donc qui est accessoirement, et c'est pas si anecdotique, l'année de la constitution actuelle du Brésil, qui a été un moment très important de l'histoire des droits des peuples autochtones, puisque le Brésil a à ce moment-là abandonné le régime de tutelle pour reconnaître aux autochtones du Brésil des droits originaires, c'est-à-dire datant d'avant l'existence de l'État brésilien, sur leurs terres. Et donc, arrivé chez les Paracana, tu as consacré un article à une anecdote, mais qui est finalement très révélatrice, que tu as appelée l'affaire des ossements. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit ? Merci. Je commence pour remercier, faire la partie avant de te répondre. Non, de ma partie. Pour commencer, remercier à toutes et à tous pour être ici aujourd'hui. À l'école des hautes études des sciences sociales, qui est responsable pour ma présence en France, dans le cadre d'un projet avec Jean-Baptiste Exé. C'est un bon ami. Et je voudrais aussi remercier profondément les gens, de Poum, Guillaume Rosenberg, Laurent Gabaye et Jean-Pierre Cavaillé pour m'avoir invité à Toulouse et aussi pour publier mon bouquin qui a été traduit, comme on a dit déjà, par Emmanuel. Je vais essayer de répondre de la manière la plus claire possible, mais en sachant que je ne suis pas... ma langue maternelle, c'est le portugais, c'est pas le français.
ça pose des difficultés. Mais en tenant ça en considération, je passe maintenant à raconter cette histoire du cas des ossements, qui c'est une histoire assez intéressante qui j'ai connu à travers un rapport d'un fonctionnaire de l'État brésilien qui avait fait le contact, c'est comme on dit ça en portugais, avec le Paracanã, que j'appelle Paracanã orientaux, parce qu'ils sont à l'est des Paracanã occidentaux. Très simple. Et c'était en 1970, au moment où le gouvernement militaire brésilien ouvrait cette grande route qui s'appelle transamazonienne, et ils ont rencontré une certaine quantité de peuples qui habitaient dans cette région, parmi eux les Paracanã. Et comme tout le temps, c'était un processus assez complexe qui a eu un component extraordinaire qui a été apporté par ces gens-là. Et c'est à un moment donné, ou plus d'une fois, les Paracanã, ils demandent aux fonctionnaires du gouvernement de déterrer quelques morts qui étaient récemment morts pour les faire revivre. Et il y a tout un mouvement qui passe à travers quelques mois. Et cette demande, elle est présentée de différentes formes. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que se passait là pour que les Paracanã puissent penser que les Blancs, en particulier ce Blanc-là, étaient capables de faire revivre les morts. Sans tomber évidemment dans un thème assez important théoriquement pour l'anthropologie, c'est de ne pas caractériser cette croyance comme quelque chose infantile, qui est irraisonnable, qui sans raison, et irrationnel. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce type de... Et si j'essaye de faire exactement ça, en analysant jour par jour ce qui était en train être mis en question dans le rapport entre les Blancs et les Indiens, et comment ça peut nous faire penser que pas que simplement c'était une croyance qu'ils adhéraient d'une manière stricte, mais qu'ils faisaient des raisonnements sur la capacité possible de guérison des Blancs, qui était un fait incroyable pour eux, parce qu'ils sont atteints immédiatement, 2 mois après les contacts, par des épidémies, surtout de problèmes respiratoires causés par tous les types de virus qui n'avaient pas des défenses immunologiques. Et l'utilisation d'antibiotiques avait un effet incroyable. Et d'autres choses, parler à travers le radio, c'était un truc assez compliqué. C'était comme une espèce de chamanisme vif qu'il montrait. Il a une séquence de confirmations qui, en certains moments, il se demande, est-ce que ces gens-là, ils sont tellement puissants, est-ce qu'ils peuvent aussi guérir, faire revivre les morts? Ils ont fait une expérience, ils n'ont jamais adhéré, ils ont demandé à eux de le faire 1 fois, 2 fois, ils ont commencé à le faire, on dit, non, c'est pas encore sec, il faut attendre un peu. Et finalement, jusqu'à un moment où c'est-à-dire les Paracanã, ils comprennent que ces gens-là, ils n'étaient pas capables de faire revivre les morts. Et la question est, comment cette idée, elle peut être préservée, conservée, parce qu'on voit ça d'une manière dans toute l'histoire coloniale, en même temps qu'elle est un objet de preuve empirique. Et les gens font les choses. Ce n'est pas simplement qu'ils pensent les choses. Et là, c'était un peu tous les débats sur les croyances apparemment irrationnelles
des sauvages, un thème assez important dans l'anthropologie depuis toujours. Oui, c'est le débat de la rationalité qui culmine avec Dan Sperber sur un article qui porte ce titre-là. Et c'est vrai que ça permet de poser la question aussi On a souvent en anthropologie une représentation de l'Amazonie qui est un peu dominée par la figure d'Eduardo Viveros de Castro, qui au contraire a fait un saut vers les généralisations presque métaphysiques et qui, dans le public occidental, a tendance à être perçue comme justement une croyance qui écrase un petit peu les diversités contextuel et le perspectivisme, par exemple, est très souvent mal reçu, même si c'est pas comme ça que le définit Eduardo Viveros de Castro, comme une métaphysique stupéfiante dans laquelle des choses extraordinaires peuvent se produire et les jaguars parlent, etc. Or, il me semble que là, on a justement un cas qui va montrer quelque chose de beaucoup plus empirique, de beaucoup plus contextuel et qui apparaît à un moment, c'est un moment historique donné et qui ensuite va s'éteindre, mais continuer à exister comme virtualité, peut-être pour plus tard. Un peu à la manière dont on examine ensemble le cas d'un prophétisme. Il faut raconter ça, parce que tu n'as pas dit ça. Un des articles, nous avons écrit ensemble, à 4 mains. Oui, le dernier article qui s'appelle... Comment je l'ai traduit? Quand traduire... Quand traduire, c'est agir, porte sur un cas de prophétisme. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu depuis la conquête, donc depuis le XVe siècle, les chroniques des jésuites et des conquérants gardent trace de mouvements prophétiques assez spectaculaires dans lesquels des autochtones s'approprient de manière spectaculaire certains traits de croyance, de religion, des conquérants pour créer des mouvements à la fois religieux et politiques qui proposent une réinvention du monde, une nouvelle cosmologie, une nouvelle sotériologie, etc. Et dans un des groupes du Oshingu, qui est la région dans laquelle on travaille tous les deux, après les Paracana, Carlos Fausto a travaillé chez les Kwikuru du Oshingu. Et dans cette société pluriethnique a émergé en 2006 un homme Kalapalo, qui s'est fait appeler maître, et qui disait être un représentant de à la fois Jésus et le fils de Marie, qui était assimilé à Sangitseg, qui est la mère des jumeaux de la mythologie. Alors c'était une hybridisation entre le christianisme et la mythologie locale. Et deux jeunes hommes Kwikuru, qui est donc le groupe dans lequel travaille Carlos Fausto, qui ont été formés à la vidéo grâce à un projet qui a été initié dans le cadre d'une documentation qui a été montée par Carlos. Donc 2 jeunes hommes Kwikuru ont accompagné une journée entière d'expérimentation thérapeutique et prophétique. Donc c'est un document vidéo extraordinaire dans lequel un village Kwikuru est invité par le village Kalapalo et par cet homme qui est un prophète pour qu'il guérisse tout le monde et que tout le monde se convertisse, parce que sinon, dans 3 ans, tous ceux qui ne se sont pas convertis mourront au moment du jugement dernier. Et c'est donc cette journée entière d'expérimentation rituelle et de thérapie de groupe assez spectaculaire a été filmée, et très bien, par ces deux jeunes gens. Et ça a été la matière d'une analyse qu'on a conduit ensemble sur qu'est-ce que c'est qu'une innovation, qu'est-ce que c'est qu'une traduction pour une société autochtone brésilienne, en l'occurrence les Kalapalo, d'un système religieux vers un autre. Alors la notion de traduction, elle est complexe à manier ici, on a essayé de la garder tout en la déplaçant, puisqu'on défend l'idée qu'il s'agit effectivement d'une traduction en actes, et pas forcément d'une recherche d'équivalence entre des représentations ou des messages, mais le déploiement de virtualité rendu possible par l'action rituelle, une action rituelle d'une grande complexité. Et cet événement accidentel, en même temps profondément révélateur de dynamiques historiques profondes qu'on voit sur la longue durée
en Amazonie. Et ça fait un couplet avec l'autre article qui est exactement sur la même question, qui est dans des situations de crise profondes, quelles sont les innovations et les méthodes pour faire face à cette situation. C'est pas un raisonnement, une espèce de philosophie sauvage, mais c'est faire un acte et des actes qui peuvent être analysés par les anthropologues. Même si c'est vrai que dans ce dernier cas, c'était assez exceptionnel parce que avoir tout un enregistrement pendant 2 jours, en fait, des actes rituels qui n'avaient personne qui n'était pas des indigènes. C'était un truc absolument entre eux. Et là, on a tous les processus, la dynamique, les traductions en actes qu'ils font. C'est assez intéressant. Mais ça nous permet aussi de poser des questions plus générales à propos de ces mouvements qui on a des évidences, des rapports enfin, un peu partout en Amazonie depuis le XVIe siècle. Et donc il y a un autre article qui est consacré à cette question-là, mais d'un point de vue plus historique, qui s'appelle « Si Dieu était jaguar » et qui revient sur l'histoire de la religion guarani. Je ne sais pas si vous voyez où se situent les Guaranis, mais peut-être que tu peux rappeler un petit peu l'enjeu de cette... Oui. Il faut donner un peu aussi la localisation géographique en général, parce que sinon ça... Et j'ai travaillé avant avec ces peuples qu'on appelle Paracanã. C'est pas leur autodénomination, ils s'appellent eux-mêmes Avaeté, c'est-à-dire des gens, de vrais gens, de vraies personnes, mais ils sont connus dans la littérature comme Paracanã. Et ils habitent entre les bassins de la rivière Xingu et le bassin de la rivière Tocantins, en 2 différents territoires indigènes. Enfin, ça a beaucoup changé depuis. J'étais là il y a 30 ans, plus que ça, 35 ans, presque 40. Alors, mais j'ai retourné, j'ai maintiens de contact, mais ça a beaucoup changé. C'est-à-dire la description que je fais dans certains moments, c'est un moment dans les temps. Ce sont des gens de société qui sont en train de changer, enfin, même si il y a des choses qui se conservent dans ces processus de transformation. Voilà, ça c'est le thème de cet article qui s'appelle « Si Dieu était un jaguar », c'est comment on peut conceptualiser les processus de changement en même temps de conservation de la religion, de la culture, des mœurs, enfin, et comment penser ça dans les cas historiques des Guarani. Les Guarani sont un peuple qui parle de la même famille linguistique que les Paracanã, qui parlent une langue tupi-guarani. Les Guarani, c'est la version, disons, du sud du Brésil, du Chili, d'Argentine, du Paraguay, au sud du continent sud-américain. Et ils sont un peu partout, c'est une population assez dispersée dans les territoires, mais assez nombreuse. Et on a des informations depuis 1503 d'un Normand qui s'appelait Palmier de Gonneville, qui est arrivé à la côte avec un bateau. Il a resté 3 mois là-bas. Nous avons un très bon rapport, du coup. Il y a après une sous-section des informations, surtout des missionnaires franciscains et après jésuites. Et c'est alors on a toute une description du processus de la relation qui est bâtie entre le missionnaire et les Indiens, les autochtones. Et dans on voit des processus aussi qu'on peut appeler messianiques ou millénaristes. À ce moment-là, un moment de crise, de négociation, de personnages très puissants, de compétition, claire compétition entre les chamans et les prêtres de l'Église. Enfin,
Et une des choses que les chamans faisaient, c'était d'inverser le rituel catholique en faisant des baptêmes, disons, au lieu du baptême. Ils faisaient des trucs assez intéressants. Ça marchait comment, le débaptême, alors? Il fallait, je ne sais pas si je suis capable de le dire en français. Et dans ta traduction, c'était bien dit, mais il faisait, par exemple, il prenait des enfants, il les lavait dans le sens contraire de l'eau qu'on met sur la tête. Il faisait de l'autre façon. Il raclait la langue pour retirer l'esprit, tout cela. Enfin, il faisait un tas de choses en faisant une espèce un truc mimétique, mais en même temps qu'inversé. Et c'est pas une question d'un débat théologique. C'est de faire des rituels, d'inverser des trucs pragmatiquement et d'une manière assez efficace. Mais ce que je note, c'est pour cela que ça s'appelle Si Dieu était jaguar, c'est que dans ces moments-là, on a dans les mondes Guarani une claire association entre les chamans et les jaguars, les prédateurs, plus grands prédateurs de la forêt tropicale. Bon, enfin, à côté des serpents constricteurs comme l'anaconda, qui peut être assez grande aussi. Et je me demande quel était le processus que porte de cette situation-là au XVIe siècle en comparaison avec ce qu'on sait des Guarani au présent. Au présent, disons, pendant les XXe siècle et plus contemporainement. Et en essayant de penser quel est ce processus de transformation, comment on doit conceptualiser ça sans choisir entre un côté où rien change et de l'autre côté qui tout a changé, il n'y a plus les Guarani et tout cela. Parce que ce que tu n'as pas dit, c'est que ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, les Guarani, depuis le début, sont un peu exceptionnels parce qu'on leur reconnaît depuis longtemps et on continue de leur reconnaître, à la différence d'autres sociétés amazoniennes, une religion, entre guillemets, et une religion qui a des traits visiblement chrétiens, d'inspiration chrétienne, ouais. Et ils défendent notamment l'amour est devenu une notion importante. Une des divinités s'appelle Nyanderu, qui veut dire notre Père. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont nourri l'interrogation des anthropologues tout au long du XXe siècle, à savoir est-ce que c'est du sacrétisme, est-ce qu'ils se sont convertis, ou est-ce que en fait au contraire il y a une continuité, ce serait une conversion de façade, et ce serait du crypto-paganisme, c'est ce que défend Kurt Nwendaju, qu'en fait ils se sont convertis en apparence, mais pour mieux continuer à être eux-mêmes. Et la position de Carlos consiste à montrer que c'est ni l'un ni l'autre, mon capitaine, c'est une voie médiane. Les ethnologues en général, par rapport aux Guarani, ils ont cette vision d'une religion qui a été conservée depuis toujours. Et là, il y a un homme français qui est important dans cette discussion, c'est Pierre Clastres. Clastres, il a justement disons, acheté cette version et il a contribué c'est une version intenable. Et il a même des expressions c'était une religion qui est restée dans la forêt à l'abri de toute souillure. C'est toute l'idée de contamination, de maladies, de la métaphorisation assez drôle en fait. Pour penser contemporainement en anthropologie, mais que Clastres était dedans entièrement. Et là, j'essaie de faire la critique de la version des anthropologues, des ethnologues, qui est un peu à peu près comme celle de Clastres, mais en même temps, la critique des interprétations théologiques, surtout de missionnaires, et même il y a des anthropologues jésuites, ils sont forts. Alors il faut travailler avec ces différentes
position et c'est ça que de toute façon, j'essaie de le faire dans cet article. Alors du coup, ce qui est étonnant, pour revenir à ce que tu disais, c'est que le jaguar est normalement très associé partout dans les basses-terres à des figures du pouvoir, et notamment du pouvoir chamanique, mais aussi du pouvoir politique, même si cette opposition n'est pas toujours très simple. Même dans des régions comme le Haut-Xingu où on travaille, où le chef est censé être quelqu'un qui maîtrise ses émotions, la guerre est totalement rejetée comme valeur et comme pratique. Même dans ce contexte-là, le chef dans le Haut-Xingu a des attributs de jaguar sur lui dans la tenue qu'il donne à voir dans les rencontres intervillageoises. Donc cette association avec le jaguar, elle est quand même très structurante. Et quel lien elle entretient avec ce que tu appelles la maîtrise? Ah, bon. Voilà, c'est un peu long là, comme je vais. On va faire une question. Peut-être on va passer par la prédation familiarisante, okay. En passant sur les parakana et le rituel parakana que tu as étudié, que tu mets en parallèle avec l'anthropophagie Tupinamba. Je pense que cette opposition-là, elle est très utile pour comprendre. Je reviens au Guarani aussi de cette manière. Écoutez, j'arrive, j'étais super jeune, j'arrive en Amazonie, dans ce village. Ces gens-là, les Paracanans, ils avaient été pacifiés, comme on disait à ce moment-là. Il y avait 4 ans. Ils ne parlaient pas le portugais, rien du tout. Je devais me débrouiller avec leur langue. C'était en fait plus simple parce qu'il n'y avait pas d'alternative pour apprendre la langue. Il n'y avait pas de traduction possible. Il fallait apprendre un acte et traduire un acte, ce qui donne évidemment les 3 premiers mois, tu apprends des choses complètement d'une manière chaotique, mais enfin, à la fin, ça fonctionne. Et je savais, parce qu'il y a une grande tradition des études sur les peuples des langues Tupi-Guarani. Tupi-Guarani, c'est une famille des langues comme le latin, enfin, et la langue des Paracanans, c'est une des 35 différentes langues Tupi-Guarani qui existent aujourd'hui. Elles sont très similaires entre elles. Et bon, il y a toute la population, presque toutes les populations qui habitaient la côte atlantique au moment de l'arrivée des Européens au XVIe siècle, dans cette région, parlaient une langue tupi-guarani. Les Guarani occupaient la partie sud, les Tupinamba la partie plus au nord, à partir de São Paulo jusqu'à Maranhão. Et une des choses qui sont bien connues, même en France, par le cannibalisme rituel qui existait à ce moment-là, c'est-à-dire, basiquement, ils faisaient des captives dans la guerre et ils conservaient ces captives. Il y avait enfin un tas de choses rituelles à faire, mais ils conservaient ces captives quelquefois pendant des mois, quelquefois même plus que ça. Et à un moment, ces captifs, ils se mariaient avec la sœur, par exemple, du guerrier qui l'avait pris. Et après quelque temps, il était rituellement tué en place publique par un meurtrier qui était la seule personne de ne pas manger de la viande de ces captifs-là. Tous les autres bouffaient dans ces festins cannibales. C'est bien connu ça, il y a pas mal des évidences que ce n'est pas un mythe européen sur les Indiens, mais qui en fait, c'est ça qui était. Et même là, c'est moins commun, mais il existait chez les Guarani aussi. Ce qui est intéressant parce qu'ils ont fini dans le XXe siècle avec une religion de l'amour et pas une religion de la prédation. C'est ça un peu pourquoi
J'ai discuté tout cela dans le chapitre sur qui s'appelle Si Dieu était un jaguar. Bon, voilà. Et quand j'arrive chez les Paracanins, évidemment, j'avais en tête ces modèles de cannibalisme qui, évidemment, n'étaient pas pratiqués par les Paracanins. Mais j'ai compris que le rituel qu'ils faisaient, c'était une transformation, disons, structurelle, parce que c'était une espèce de combinatoire des éléments qui existaient dans les rituels du XVIe siècle, mais qui ne se pratiquaient plus comme cannibalisme, mais qu'il y avait comme élément fondamental la prédation. Et le mode qui faisait cette prédation, c'était super intéressant parce que ça dépendait des rêveurs les rêves pour les Paracanins et en mode de relation avec autrui. C'est pas, enfin, on ne rêve que des autres, et les autres dans les rêves, ils sont pas méchants, ils sont bien. Ils peuvent être des animaux, des jaguars, ils peuvent être une espèce de ennemi bestial, ils peuvent être un phénomène météorologique, mais ce qui marque en rêve, c'est qu'ils sont pas méchants, et en plus, ils donnent toujours 2 chants. Et ces chants-là sont appelés jaguars. Mais la personne qui reçoit ces jaguars dans le rêve, elles ne peuvent pas exécuter ces chansons pendant le rituel, parce que ce sont animaux familiers. Et il doit donner ces chants pour une 3e personne qui va danser et chanter pendant le rituel, et ça veut dire tuer. Alors, le double sens d'exécuter existe. On tue, c'est-à-dire qu'on met à mort le chant en le chantant, et on peut le chanter qu'une fois. Et là, j'ai compris qu'il y avait une transformation des processus, mais une transformation avec une généralisation, parce qu'on ne parle pas simplement des humains maintenant. On parle des animaux, on parle des plantes, on parle de beaucoup d'autres choses qui font partie de ce monde où ils ont accès à travers le rêve. Ça, c'est un peu aussi quelque chose que j'utilise beaucoup dans la discussion sur les cas des ossements, à cause de rôle du rêve dans tout cela. Eh bien, alors, voilà, là, j'ai compris aussi qu'il y avait une structure vraiment cachée dans ce système-là, qui était un rapport entre un maître, ce qui rêve, qui est appelé le maître du jaguar, et le jaguar qui était appelé un animal familier. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un rapport asymétrique d'un type qui on peut dire une filiation adoptive ou une métafiliation, comme j'ai après commencé à nommer ce type de schéma relationnel. Et je commence à regarder autour, enfin, dans la littérature et tout cela. Il y a le travail qui m'a influencé beaucoup de 2 Philippe, 2 américanistes qui sont très bons amis, Philippe Erickson et Philippe Descola, qui avaient écrit des articles sur ce rapport-là. Ils ont tiré leurs conséquences, et moi, je me suis dit, écoute, il y a un truc plus général ici. Parce que ça servait pour parler, par exemple, de meurtrier et l'esprit de la victime. Il servait pour parler du rapport entre les chamans et les esprits auxiliaires. Il pourrait, dans la parenté aussi, dans le rapport avec les Blancs aussi, c'était pas par hasard qu'il s'est bien tombé d'appeler les Blancs, les missionnaires, pères, parce que c'était une filiation adoptive aussi. Et je commence à explorer cet rapport, et en décrivant dans différentes déclinaisons,
et en essayant de montrer que c'était un rapport, une espèce d'opérateur général dans les cosmologies amérindiennes en Amazonie. Et là, je tombe sur les trucs de prédation familiarisante. Pourquoi? Parce que moi, j'avais toujours en tête, à cause pour des raisons familiales. Je vais raconter parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Mon oncle, il était philosophe, spécialiste en Hegel et Marx. Et là, alors, j'ai appris avec lui beaucoup sur la dialectique. Et j'ai retenu cette idée de mouvement et de contradiction. Alors, quand je regardais les trucs, les modèles, par exemple, de Philippe Descola, basés sur Claude Lévi-Strauss, il me semblait statique. Il n'y avait pas les dynamismes nécessaires pour comprendre ça, parce que, enfin, une des choses de la pensée dialectique est de penser le mouvement. C'est une manière de penser le mouvement. Peut-être c'est pas la meilleure, mais enfin, c'est une des manières dans l'histoire de la philosophie de penser la dynamique, le mouvement. Et moi, je regarde cette disons, homologie, la relation X est homologue à la relation, disons, Z, etc., etc., etc. Et je me dis, mais là, il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui se transforme en autre. Et qu'est-ce que c'est que ça se transforme? C'est d'un rapport initial de affinité symétrique, c'est-à-dire une affinité entre ennemis, beaux-frères. On passe à un rapport d'adoption et un rapport asymétrique entre un père adoptif et un fils adoptif, un père et un fils adoptif. Et il fallait caractériser ces mouvements qui passaient par la prédation et atteignaient ces moments de production de la parenté. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut produire la parenté à partir de la prédation et comprendre comme ça le sens du cannibalisme, le sens de la guerre, le sens de la violence, sans faire évidemment, parce que c'est toujours compliqué éthiquement de travailler sur ces thèmes quand on est en train de travailler avec des populations minoritaires qui peuvent être objet de violence de l'État, des envahisseurs, des orpailleurs et comme ça. Enfin, Paul le sait très bien parce qu'il travaille aussi avec une société assez belliqueuse. Et c'est vrai que ça permet de résoudre le problème de ce que Descola appelle le scandale logique de la guerre pour beaucoup d'approches anthropologiques, historiques de ce phénomène. La guerre est spontanément perçue comme une anomalie à un moment où la société cesse de fonctionner puisqu'elle se détruit elle-même, etc. Or, dans les basses-terres, et depuis le XVIe siècle, on voit que la guerre est au contraire un pilier de ces sociétés. Et je pense qu'avec ce modèle de la prédation familiarisante, on arrive à comprendre comment et pourquoi la guerre était la dernière chose que ces sociétés Tupinamba acceptaient d'abandonner, malgré la conversion. Ils acceptaient d'arrêter de manger, y compris de la chair humaine, ils acceptaient d'arrêter de beaucoup de choses, ils acceptaient de se convertir, mais arrêter la guerre, c'était quand même très difficile. Et je pense qu'avec ce modèle, on comprend en quoi la guerre et la capture des ennemis est au cœur, non pas de la reproduction, parce que la société ne se reproduit pas à l'identique, mais de la fabrication des personnes. Et partant d'un collectif. Mais il faut le dire que, évidemment, si on compare la guerre indigène, enfin, Paul peut, peut-être je généralise, mais de toute façon, si on pense à la guerre amérindienne, c'est pas une guerre pour de territoire, d'occupation. C'est même pas une guerre où il y a beaucoup de morts. L'idée, c'est une espèce de plus-value, c'est-à-dire de faire un tas de choses avec une seule mort. Alors, par exemple, il y avait à commencer la multiplication de tueurs, alors des guerriers
qui allaient à la guerre, faire une attaque, et tout le monde réussissait à flécher une personne, les autres le faisaient, et tous ces gens-là partaient, et c'est bon, et ils faisaient la réclusion, tous les processus de fabrication de personnes, et ils auraient accès aussi, dans des rêves, à des chansons énormes pour nommer les enfants et pour mettre la machine rituelle en marche. C'est-à-dire, c'est une espèce de guerre où il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent. Enfin, c'est pas qui n'a pas de violence, qui n'est pas, c'est pas, on va pas romanticiser ça, mais c'est assez différent de ce qu'on appelle guerre dans notre contexte. Oui, c'est une opposition qui était déjà marquée par Lévi-Strauss dans les années 40, je me souviens plus de l'année. Effectivement, cette guerre totale qui définit la guerre dans les sociétés occidentales, elle n'existe pas traditionnellement dans les années. Pour les jésuites, c'était difficile à comprendre. Il a un passage de José d'Anchieta, un très important jésuite qui a été longtemps au Brésil. Il est mort au Brésil, finalement. Et il disait, mais c'est fou, c'est dingue, ces gens-là. Ils voyagent 300 kilomètres, ils prennent un captif, ils reviennent tous. Et par quoi s'ils ont voyagé tellement, pourquoi ils n'ont pas resté là pour prendre plus de captifs? Non, parce qu'avec un captif, toute la production sociale était possible. C'est-à-dire, parce que définir l'alliance, c'était on mange ensemble la même chose. C'est ça la commensalité, c'est l'élément fondamental pour dire nous sommes des parents dans le sens des gens liés par la parenté. Ça, je discute beaucoup dans le chapitre 2 du bouquin, avec ces modèles de la commensalité pour la production des rapports de parenté, des corps qui sont semblables. Parce que ce qui différencie les espèces, les gens, c'est qu'ils mangent d'autres choses d'une manière différente. Et les gens qui mangent ensemble la même chose sont par définition semblables. Oui, et c'est l'article qui permet de poser la question, pourquoi est-ce que c'est le meurtrier le seul à ne pas manger le corps physique de la victime. Et c'est une très, très belle explication qui passe par l'idée qu'en fait, il y a deux choses. Il y a la substance viande et la part active, la part jaguar, d'une certaine manière, de l'adversaire, qui sont deux choses différentes. Donc, Carlos propose d'opposer anthropophagie et cannibalisme pour définir d'un côté la consommation de viande et au contraire, celle-là, elle est désubjectivée. On s'arrange par des procédures rituelles pour ôter de cette substance carnée tout ce qui renvoie à une agentivité, à une puissance de volition, à une puissance prédatrice, alors que le meurtrier, au contraire, lui s'approprie la part active de la victime par un processus d'apprivoisement intérieur, qui est d'ailleurs assez dangereux, ambivalent, et qui implique par définition, puisqu'il veut s'approprier cette part active, il ne va pas manger la part qu'on a désubjectivée pour pouvoir en faire l'instrument d'une commensalité. Oui, c'est ça. Rien à ajouter. On peut peut-être passer aux questions, on n'est pas obligé. Et si on retournait encore plus en amont, donc dans ta trajectoire, et que tu me disais un petit peu pourquoi l'anthropologie? Pourquoi l'anthropologie? Ça, c'est une autre histoire un peu drôle, parce que je ne savais pas ce qui était l'anthropologie quand j'avais 13 ans, 14 ans, mais même si mon père, il était historien. Mais je ne me rappelle pas de savoir qu'est-ce que c'était l'anthropologie. Mais je savais ce qu'étaient des Indiens. Et dans un truc à l'école, quand j'étais au lycée, non, avant le lycée, au collège, j'ai écrit, puis ma mère, des années après, elle m'a fait voir, je disais que je voulais étudier les Indiens. C'est ça. Et pourquoi? Parce que nous avions à ce moment-là une maison au bord de la mer, dans une région de São Paulo,
très peu. Enfin, maintenant, il y a une quantité de gens épouvantables. Mais à ce moment-là, c'était vraiment sauvage, dans le sens. Et je me rappelle d'imaginer comment ces gens vivaient ici, qu'est-ce que c'est que se passait, et comment il y avait des gens, des pêcheurs, qui étaient en fait descendants des Indiens de la région, mesclés avec des Français aussi, parce qu'il y a eu pas mal de Français dans cette région. Et alors j'avais tout cet intérêt sur leur mode de vie et tout ça. Enfin, puis j'avais aussi un côté très avant la lettre, que j'étais concerné sur la nature et le problème de la déforestation et tout cela. Enfin. Et puis j'ai rentré pour faire la fac en sciences sociales. J'avais aucune idée de suivre l'anthropologie. Mais finalement, il y avait ces centres très importants, toujours importants, mais actuellement encore plus de formation en anthropologie à Rio de Janeiro. Je suis né à São Paulo, mais j'habite il y a 40 ans à Rio. Je me suis décidé d'y aller. J'étais approuvé. Je voudrais déménager, j'étais jeune. Et là, j'ai connu Eduardo Viveiros de Castro, qui est devenu mon directeur de thèse. Et il y avait un groupe autour de lui, et on avait ce sentiment qu'on était en train de faire quelque chose d'important, qui nous seront là, c'est comme dans l'introduction de Emmanuel, il raconte, on pensait, voilà, on va faire comme les autres, c'est-à-dire comme les Français, les Américains, les Anglais, qui avaient fait des recherches longues sur le terrain, empiriquement solides, et qui nous étions prédestinés à le faire du côté brésilien. Et c'est toute une génération qui l'a fait vraiment bien, ça. Je suis une des personnes qui l'a fait, mais pas le seul. Et qui ont donné une contribution importante pour l'anthropologie en général, même si, et ça c'est un problème comme vous, Français, vous le savez, il y a une espèce de renfermement des américanistes sur nous-mêmes, et plus que ça, les amazonianistes encore plus. Alors, les gens qui travaillent dans les Andes, par exemple, c'est une autre chose, c'est un autre monde. Si ça peut être un problème, hein, et aussi un problème du point de vue de générer des idées qui s'appliquent dans d'autres endroits, bon, c'est trop resté. L'anthropologie ne peut pas être simplement un savoir géographiquement, des cases géographiques, mais en même temps, on avait une formation et une espèce de rapport, un réseau, qui est enfin ce qui a ouvert la possibilité de cette publication, par exemple. Il y a ces réseaux-là qui s'étendent et là, enfin, voilà mon petite histoire sur ma relation avec l'anthropologie. Mais un truc que je parle dans la préface, que j'écris une petite préface pour contextualiser le bouquin, c'est justement qu'il y a un truc assez marrant. Presque tous ces chapitres, je les écris étant en France ou par rapport à un séminaire en France. C'est-à-dire, il y a déjà une espèce de dialogue qu'on était en train d'avoir entre différentes générations. Et là, je trouve joli ça, au moins sympa. Oui, pour revenir à la croyance qui pensait que les Blancs ils pouvaient ressusciter les morts. Est-ce que ce ne serait pas en rapport avec la résurrection de Jésus, puisque Jésus il a ressuscité? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Très bonne question.
ça est arrivé dans d'autres parties de l'Amazonie, enfin des Amériques, cette association entre la résurrection de Jésus et la capacité des grands chamans des Blancs de ressusciter les gens. Mais dans ces cas-là, je ne crois pas pour les raisons suivantes. Et les Paracanais, on ne sait pas s'ils ont eu un rapport dans leur histoire. Ces gens qui seront appelés Paracanais dans le XXe siècle, je ne sais pas s'ils ont eu de rapport avec des Blancs et avec des missionnaires avant. Normalement, ce qu'on sait, c'est que jusqu'à la fin du XIXe siècle, ils étaient isolés. C'est ça qu'ils rapportent, c'est des évidences. Mais évidemment, et cet isolement, c'était déjà la conséquence d'un processus colonial. Et peut-être il y aura eu des gens qui, pour une raison ou l'autre, a été exposés, disons au XVIIIe siècle, à l'idée de Jésus-Christ et de faire renaître, ressusciter les gens. Mais comment on a d'autres évidences d'une idée chez les Tupi-Guarani en général, de cette idée que c'est possible avoir une seconde chance et qui est un peu... C'est plus économique de penser... Il faut penser à trop de situations exceptionnelles pour arriver à l'influence des missionnaires, des théologues, des croyances chrétiennes sur les Paracanais. Et dans ce sens-là, je crois que c'était un présupposé qu'ils avaient déjà, qui n'est pas tellement incommun dans l'histoire des différents peuples d'avoir cette idée, parce que la mort est un problème, est le plus grand des problèmes. Et pour cette raison, je crois que c'était quelque chose implicitement présent chez eux. Et là, c'était pas la dernière fois. Ils n'ont jamais plus demandé aux Blancs de ressusciter un mort. Mais ils ont essayé avec ce qu'ils appellent les chansons de la terre. Et ils ont fait ça 20 ans après. Eh bien, c'est pas marché. C'est pas marché, la personne n'a pas ressuscité. Mais voilà la question. Comment est-ce qu'ils peuvent, même s'il a, on le sait, n'a jamais marché, est-ce qu'ils peuvent continuer à imaginer la possibilité de le faire? C'est ça la question, disons, il y a toute la flexibilité, c'est pas une croyance fixe, mais en même temps, elle continue là. Elle peut être activée de nouveau dans des situations. Ce sont toujours des situations de grandes crises affectives, émotionnelles, des morts terribles, des trucs vraiment des situations de crise. Sinon, et dans des situations de crise, bon, enfin, on le sait, hein, mais nous tous, même ceux qui ne sont pas croyants, on commence à croire des choses, on fait des petits rituels, on va allumer une bougie dans une église n'importe. Enfin, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais à une échelle collective. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant et ça donne très envie de lire. J'étais particulièrement intéressée par cette idée du mouvement, d'intégrer le mouvement dans les descriptions tout en étant attentif à la permanence, aux permanences. Et ma question va un peu dans voudrais vous solliciter dans le sens un peu inverse par rapport à la première question de Guillaume, c'est-à-dire après. Les dernières années au Brésil, on a eu des attaques envers les droits des peuples autochtones assez importants et je me demandais comment vous, en tant qu'anthropologue, vous avez pu suivre ces événements, les groupes avec lesquels vous avez travaillé. Et voilà, merci. Merci à vous de la question. Il faut comprendre que faire de l'anthropologie, surtout l'anthropologie en Amazonie avec des populations minoritaires, au Brésil en
en travaillant au Brésil aussi, et déjà implique un rapport tout à fait intime avec ces populations. Et on est, même si vous voyez tous les territoires indigènes du Brésil après 88, ils étaient signés par un anthropologue. Les anthropologues ont une fonction d'État au Brésil. C'est-à-dire, c'est pas simplement une question c'est pour cela que moi, je trouve ça assez dangereux de faire la critique trop postmoderne dans une situation politique où nous sommes des spécialistes et qui nous sommes responsables pour, finalement, enfin, il y a tout un jeu politique, il y a des forces, il y a des conditions, mais ce sont les anthropologues qui doivent gérer ce type de situation pour réussir à délimiter un territoire indigène. Et c'est là, on commence par là. J'ai fait, enfin, pour les Paracanins, pendant longtemps, j'étais la personne qui essayait de le faire. J'ai perdu la bataille, disons, et jusqu'à 2022, le territoire paracanin était le plus déforesté, territoire indigène le plus déforesté au Brésil. Et un étudiant, moi, qui est devenu, que je l'ai porté pour travailler avec les Paracanins et tout cela, il était devant un processus très important d'expulsion des envahisseurs. Mais là, enfin, on a réussi. Mais tout n'est pas stable. Il y a eu des attaques, un gars un Paracanin qui a été blessé. Et la situation est très tense. Les enjeux sont grands et il y a des politiciens dans tous les niveaux de spectre national, local et tout cela. Et c'est là est toujours un problème et on ne sait pas ce qui va arriver parce que si l'extrême droite gagne les élections en 2026, on va avoir de nouveau beaucoup de problèmes, plus qu'on a maintenant. C'est alors. Oui, les Guaranis dont on parlait tout à l'heure sont dans une situation. Oui, là, par exemple, dans le sud du Brésil, les Bia Guarani dont on parlait tout à l'heure subissent. La situation est dramatique, avec du coup une relation de nouveau très étroite entre anthropologues et populations autochtones. Alors que dans d'autres arènes, y compris au Brésil, ça peut être une relation qui est mise en question, et à juste titre. Là, il y a 2 semaines, une rencontre ethnologique Guarani, dans le territoire Guarani, dans laquelle il y avait des intellectuels, des anthropologues brésiliens non autochtones, mais aussi Guarani. Et l'un des personnes qui ont participé disait non, mais là, la situation est tellement tendue, ils ont tellement d'ennemis que les anthropologues sont des alliés. Et il y a des assassinats régulièrement, bref. Et il y a pas mal des Indiens qui sont maintenant des anthropologues, qui ont fait leur doctorat. Moi-même, j'ai 3 étudiantes, 2 ont déjà fini, et une continue le parcours. Et ça change beaucoup. Et il y a un programme du ministère des Affaires étrangères français qui a réussi en douce à faire passer un programme de quotas qui va contre l'universalisme à la française, qui consiste à financer des séjours de 6 mois à 1 an pour des doctorants autochtones brésiliens qui viennent. Et c'est la 3e année. Et c'est un programme dont qui est intéressant. Oui, merci beaucoup pour la présentation de votre ouvrage. Toujours en parlant de changement, je voulais savoir si vous aviez observé chez les populations auprès desquelles vous avez travaillé l'adoption, contrainte ou non, de l'élevage, et si vous avez pu voir la façon dont ça s'articulait avec ce schème de la prédation qui, a priori, aurait un petit peu du mal à aller ensemble. Non, mais c'est la mienne aussi. Mais c'est que Philippe Descola a écrit en 1994 un article qui s'appelle
à peu près pourquoi les Indiens d'Amérique n'ont pas domestiqué les pécaris. C'est une question assez importante. Si on regarde les Amériques en général, c'est un centre de domestication des plantes. Je peux des dizaines de plantes. C'est assez, disons plutôt au même niveau, disons, de la révolution néolithique en Proche-Orient, en termes de ce qu'on mange aujourd'hui. C'est monumental. Mais par contre, ils n'ont presque pas domestiqué des animaux. Sauf dans les Indes, aux deux espèces de camélides, les lyamas et l'alpaca, et des guinea pigs, le cochon d'Inde, qui n'est pas d'Inde, est d'Inde. Si c'est capable de faire la différence, hein. C'est difficile. Je n'entends pas ça, mais... Et voilà, là, alors, d'un point de vue assez général, pour toutes les Amériques, l'élevage n'a été jamais leur truc, sauf pour les Indes. Pourquoi ça? On sait qu'ils sont des grands éleveurs, si on peut le dire, des animaux familiers. Si en village en Amazonie, tu vas rencontrer des oiseaux apprivoisés, des singes apprivoisés, un petit alpaca, un petit agouti, des tapirs, c'est une espèce de zoo, de caïman aussi. Hein. Et même, j'ai déjà vu des jaguars, mais simplement, c'est qu'il faut tuer les jaguars quand il devient trop grand, parce que c'est pas possible. Même les kayapos, qui sont des gens qui ont une firmesse, une capacité ils essayent, mais ça ne marche pas, parce que mais de toute façon, il y a d'autres animaux qu'ils peuvent familiariser. Et c'est sur cela que j'ai bâti mon propre projet. Et là, la question, pourquoi ils n'ont pas... C'est pas simplement qu'ils n'ont pas adopté l'élevage. Après la conquête, il y a presque pas, c'est pas universel, mais presque pas, aucun peuple amazonien qui a adopté vraiment l'élevage. On voit quelques-uns qui ont des poulets, mais ils font rien avec ça. Généralement, ils ne mangent pas. Et ils sont pas assez intéressés. Mais quand parce qu'il y a évidemment des projets de développement économique qu'ils ont reçus du bétail. Mais ça ne marche pas aussi. Pourquoi cette résistance? Parce que c'est pas un problème technique. C'est pas... Ils ne connaissent pas l'éthologie des animaux domestiques. Ils connaissent l'éthologie. Voilà, l'éthologie. L'éthologie, je parlais de l'éthologie. Des bétails. Ils pourraient apprendre ça et ce sera possible d'élever des animaux. Alors, c'est une question sans réponse. Ce qu'on fait normalement, c'est la réponse un peu de Philippe, c'est que conceptuellement, ils ne peuvent pas imaginer cette forme de contrôle et protection. Même si, Philippe l'admet, dans la cosmologie, ce type de rapport d'élevage existe entre les maîtres des animaux et son troupeau. Voilà. Et pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'ils ont imaginé? Et là, une question que c'est difficile à répondre. Évidemment, on peut établir un rapport avec la notion d'une ontologie animiste, dans le sens que si on a un rapport avec des animaux comme des personnes, ça devient un peu difficile de les contrôler de cette manière à travers l'élevage. Mais ce n'est pas suffisant comme réponse, mais il y a des choses je crois qu'on doit rester comme question parce que il n'y a pas de réponse définitive sur cela. Il y a des exemples intéressants en Océanie, en Nouvelle-Guinée, de nouveau, dans les autres terres. Les différents peuples de l'Est à l'Ouest, ils ont
une espèce de gradation de domestication du pécari. Les gens plus à l'est, pratiquement, ils ne les élèvent pas. Et petit à petit, ils vont faisant des types d'élevage différents. Seulement les femelles, en laissant pour la reproduction je sais pas, pécari masculin, je sais pas comment le dire. Et à l'inverse aussi, et jusqu'à on arrive à la région de Mount Hagen, où sont les Melpas, et là, ils ont tout court un élevage de porcs. Associé parce que c'était une région où a commencé l'agriculture à faire 10 000 ans dans cette région. Alors, il y a des rapports aussi avec... Parce que pour élever des animaux, il faut simplement... C'est pas simplement une question de contrôle. Il faut les alimenter. Alors, il faut faire un choix. Tu dois produire des végétales pour donner aux animaux. Et là, si tu as bien des animaux que tu peux chasser et tu n'es pas concerné de les alimenter, c'est beaucoup plus pratique. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais juste peut-être... si c'était possible de revenir sur l'originalité du concept de maîtrise pour décrire les relations asymétriques en Amazonie par rapport évidemment au chef sans pouvoir de Clastres. Juste pour situer un peu ma question. En fait, l'idée, attends, alors peut-être que ma seconde question sera straight to the point. En fait, ma question, c'était surtout comment, en fait, aujourd'hui s'articule le concept, ce schème relationnel de la maîtrise avec des nouvelles formes de leadership dans les organisations autochtones contemporaines, et notamment avec l'apparition de beaucoup de leadership féminin. Pardonne-moi, oui. Non, pardonne-moi pour t'interrompre, mais simplement c'est pour socialiser. Parce que pour moi, socialiser, c'est plus difficile, hein, à cause du français. Écoute, qu'est-ce qui c'est que cette idée de maîtrise? C'est pas le terme est déjà sensiblement difficile d'utiliser, parce qu'il n'a pas une bonne pub dans notre monde. Un maître, c'est pas quelque chose, sauf c'est un maître musicien ou quelque chose comme ça. Sinon, il a déjà des sens assez chargés. Et surtout, la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, qui a une influence dans la pensée occidentale très grande. Et du coup, je n'ai pas choisi le mot maître, j'ai utilisé originellement le mot dono, qui c'est en anglais, ça veut dire owner, pour une raison, parce que tous les groupes indigènes d'Amazonie utilisent soit ça, dono, pour traduire un mot qu'ils ont dans leur langue, les différentes langues, ou peut-être père ou peut-être mère, mais c'est très commun. Alors j'ai utilisé maître pour cette raison, parce que c'était une bonne traduction pour les Français, possesseur était un problème, ça devenait trop compliqué. Et alors, j'ai différencié depuis le début, dans les premiers chapitres de ces bouquins-là, pourquoi j'appelle une dialectique de maître animal familier et pas un maître esclave, en faisant la différence, en montrant que le type de rapport existant était d'une autre, disons, qualité, même si le paradoxe était le même. Quel est le paradoxe de la maîtrise en Amazonie? C'est le fait que pour être puissant, il faut familiariser les autres, un ennemi, un esprit et tout cela. En même temps, cet autre ne peut être pas trop puissant, parce que sinon, dans la lutte de perspective, il va
c'est moi qui va adopter la perspective de mon ennemi. Et ça, c'est un thème assez récurrent dans la littérature amazonienne. Et en même temps, c'est là le paradoxe, en même temps, ils ne peuvent pas être sans pouvoir, parce que sinon, c'est inutile. Qu'est-ce que je fais là avec ça, de ce rapport? S'il n'a pas aucun pouvoir, je ne gagne rien avec ça. Et voilà. Et ces paradoxes est le même paradoxe de la dialectique maître-esclave en Hegel. C'est clairement la même chose. Mais ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est simplement, il y a des analyses des spécialistes en Hegel qui montrent ces paradoxes. Et bon, voilà. Alors, j'arrive à ces modèles, cette schème relationnel basique, et ça me sert à comprendre un tas de choses que j'ai, commence à discuter et analyser à partir de ces éléments relationnels. Et là, j'ai écrit cet article 2008, qui c'est le 13e chapitre, où je généralise ça, mais à travers une comparaison avec John Locke, à cause de la notion de propriété. Je dis, mais alors, je vais penser le côté owner, le côté possesseur. Et je vais faire la différence entre le modèle amazonien et la philosophie de Locke. Qu'est-ce que je fais dans toutes ces situations? Quelle était ma stratégie? Ma stratégie, c'était de faire la comparaison avec un penseur, un maître philosophe de notre monde, et pas la philosophie occidentale, qui est super diverse, diversifiée. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors, c'était mon stratégie. J'ai fait ça avec une certaine récurrence. Bon, alors, avec ces modèles-là, j'ai essayé de utiliser comme outil interprétatif de beaucoup de situations. Bon, est-ce qu'on peut l'appliquer à la nouvelle situation des leadership qui apparaît dans différentes régions de l'Amazonie avec même le terme, c'est en portugais par exemple, lideranças, qui ne sont pas des chefs traditionnels. Et maintenant, il y a un phénomène assez intéressant et mal étudié encore, qui est la incroyable présence des leaders femmes dans la politique institutionnelle. C'est la ministre des Affaires autochtones au Brésil, est Sonia Guajajara. C'est une femme. La présidente de la FUNAI, c'est-à-dire de l'organisation qui s'occupe des Indiens, est Joenia Wapichana, une femme aussi. Et la présidente de l'association Paracanin, les Paracanins qui étaient super machos, qui faisaient la guerre, que les femmes n'avaient pas le même statut qu'eux. La présidente, super fine, d'une intelligence incroyable de leur association, est une femme. Alors, il y a un truc nouveau. Et je ne crois pas qu'on peut utiliser la même clé, la clé de la maîtrise, pour comprendre ces choses-là. Moi, j'essaye de ne pas voir ça, parce que j'ai déjà marre de parler de ça. Mais je ne vois que ça, c'est mon problème, évidemment. Ce n'est pas un problème du monde. Et je ne crois pas, enfin, peut-être vous, de la nouvelle génération, avec Luis Costa aussi, vont trouver une manière de parler de ça par rapport à cette théorie un peu ancienne qui ne s'applique probablement pas à ces nouvelles situations. Mais elle s'applique à d'autres situations. Elle a une importance assez grande dans l'écologie politique. Et j'ai écrit pas mal d'articles avec beaucoup de gens, ces articles dans des sciences avec 30 personnes, mais aussi mes étudiants indigènes. Et on tombe tout le temps sur cette figure du maître, tout le temps, et en faisant la différence, c'est-à-dire
le rapport, c'est que c'est la nature. C'est que la nature n'est pas, parce que la forêt n'est pas la nature dans le sens qui vide. Hein. Il y a toujours des maîtres. Ce sont ces maîtres qui définissent. Elles ne sont pas là par hasard. Ce sont eux qui sont les gardiens, qui sont les responsables pour la fertilité de la forêt et tout cela. Alors, si tu menaces cette source de vie, de fertilité, c'est ça qu'ils sont en train de dire, tu menaces toute l'existence de ce peuple. Et quelle est la figure principale? Le concept principal, c'est celle du maître, des gibiers, des plantes, des poissons, de tout cela. Enfin, je ne sais pas si j'ai tout répondu à ta question, mais c'est ça que j'ai en tête. On va s'arrêter là en vous remerciant tous les trois, pas trop Laurent et Patrick. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 26 mai 2025 dans le cadre du cycle America proposé par l'IPEAT avec Carlos Fausto, professeur d'anthropologie à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, autour de sa publication Le jaguar apprivoisé, essai d'ethnologie amazonienne et en présence des anthropologues Emmanuel Devienne et Laurent Gabeil. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.